n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de bloquer cette transaction. Nous perdons trop nos entreprises, nous perdons trop nos sièges sociaux. C'est une journée triste pour le Québec. Cette transaction est une transaction qui a été souhaitée par le conseil d'administration de RONA. La ministre de l'Économie, qui sans expérience nous dit qu'elle a obtenu des garanties. Mais Roland et Napoléon sont maintenant américains. Et je rappelle que pour un RONA, il y a un Couche-Tard, il y a un CGI, il y a un Saputo. Beaucoup de réactions à cette transaction annoncée hier. Le gouvernement Couillard aurait-il pu en faire plus pour empêcher que RONA soit vendu à Lowe's? Daniel, Tacha, Michel, bonsoir. 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 Tacha, tous les partis d'opposition à droite comme à gauche ont dénoncé cette vente, ont aussi accusé le gouvernement de ne pas avoir fait assez pour protéger donc cette entreprise québécoise. Est-ce que le gouvernement se soucie assez de garder les sièges sociaux au Québec? C'est pas la responsabilité du gouvernement de dire à une entreprise privée comme celle-là, comme RONA, quoi faire dans ce cas-ci. C'est pas un bien national. C'est pas une entreprise qui fabrique des choses secrètes ou quelque chose d'extrêmement important. On pourrait dire c'est une quincaillerie. Soyons honnêtes. Écoutez, quand Épicerie Métro a acheté A&P et Loeb en Ontario, est-ce que le gouvernement ontarien a dit « Oh mon Dieu, on achète nos épiceries du Québec, ça va devenir québécois » Je pense vraiment que c'est une exagération. Et de plus, on sait qu'ils vont garder la marque de commerce au Québec. Ils vont garder les dirigeants québécois. Ça ne va pas changer le style de RONA, simplement que le fait que c'est acheté par Lowe's, qui est américain. Ce sont tout de même des profits qui étaient faits au Québec qui s'en vont maintenant aux États-Unis. Michel, ça crée aussi une certaine instabilité pour les fournisseurs, une inquiétude aussi au sujet des emplois ici et pour les franchisés. Est-ce que le gouvernement aurait pu faire plus? Bien, au point où ça en était, Céline, je pense qu'il était un peu trop tard pour agir. Ce que je trouve plus inquiétant, c'est que le gouvernement donne l'impression qu'à aucun moment il a senti qu'il était de son devoir d'intervenir. Parce que, écoutez, c'est pas une surprise, là. En 2012, Lowe's avait essayé d'acheter de façon hostile, c'est vrai, acheter RONA. Cette fois-ci, il y a agrément du conseil d'administration. Il y a accord du conseil d'administration, la caisse de dépôt. C'est pas une opération hostile. Mais c'était tellement prévisible. Et là, encore plus inquiétant, le gouvernement nous dit, écoutez, il va en avoir d'autres et de toute évidence, il n'interviendra pas davantage. Alors, sur le coup, il était trop tard, mais il n'est pas trop tard pour prévenir. Alors, Daniel, est-ce que le gouvernement doit réserver les gestes d'éclat pour bloquer une transaction uniquement quand il s'agit d'un secteur stratégique? Quand il s'agit, ils disent plusieurs experts, de sièges sociaux stratégiques pour des raisons stratégiques, pour des raisons identitaires, le gouvernement Couillard devrait profiter de cette vente de RONA. Est-ce qu'il devrait l'en empêcher? Non. Est-ce qu'il devrait s'en mêler? Non, selon moi. Mais il devrait en profiter pour, comme dit Michel, établir des balises et dire, bon, RONA, on comprend, ce sont les lois du marché, les gens de RONA voulaient vendre à tout prix, ça me semble évident, sauf qu'il y a tel et tel domaine où touche pas, c'est inaccessible, on va se battre bec et ongle pour l'empêcher. Pour des raisons stratégiques, des raisons identitaires, je pense à la Banque nationale, évidemment, voudrait-on la laisser partir à Toronto? M. Couillard a mentionné CGI, il y a de ces fleurons qui font partie de l'âme du Québec et qu'on ne peut pas laisser aller. Est-ce que c'est le bon moment d'établir ces balises-là et que ce soit très clair? Plusieurs le pensent. Tacha, je vous vois réagir. Bien, simplement que je pense que chaque fois que le gouvernement ingère pour des raisons stratégiques, on l'a vu ça avec Potash Corporation au Canada, même le gouvernement a empêché sa vente. Oui, parce que ça ne se passe pas seulement au Québec. Hein, il y a des entreprises canadiennes qui sont rachetées aussi. Ça se passe au Canada, on a vu ça, et ce qui est passé, les actions de potash ont chuté, le prix du potash lui-même a baissé et la valeur de la compagnie a baissé ensuite. Ils auraient pu vendre la compagnie à un grand profit pour les actionnaires, ils ne l'ont pas permis. Alors, quelquefois même quand c'est quelque chose qui est stratégique, comme on pourrait dire, une ressource stratégique, c'est une mauvaise décision du gouvernement de simplement dire non, on ne va pas le faire. On a vu ça avec des compagnies chinoises où le gouvernement a dit oui, là, il y a une question de sécurité nationale, on ne va pas permettre la vente de certaines compagnies à des entreprises étatiques chinoises. M. Harper avait fait ça. Alors, il y a des moments, mais dans ce cas-ci, je pense vraiment que c'est une exagération. M. Péladeau saisit n'importe quoi pour qu'on oublie ses problèmes à lui et qu'on se divertit avec cette situation-là.
Michel, justement, qu'est-ce que vous avez pensé du ton des échanges? Parce que l'opposition a été a beaucoup réagi. Oui, je comprends que l'opposition a réagi de cette façon-là parce que, écoutez, c'était enrageant. Les premières réactions du gouvernement, c'était pratiquement de nous dire que c'était une bonne nouvelle. Je comprends que c'est pas une entreprise stratégique, mais c'est certainement une entreprise structurante. Il y en a 500 des RONA au Québec, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Alors, ça n'a pas besoin d'être l'aéronautique là, pour être structurant. Maintenant, M. Pellado, honnêtement, je pense qu'il savait aussi bien que tout le monde qu'il n'y a pas moyen de remettre la pâte dentifrice dans le tube. Mais l'occasion était belle pour mettre la nouvelle super ministre de l'Économie sur la sellette. Et franchement, Mme Anglade a manqué son entrée parce qu'elle nous disait que c'était une bonne affaire. Ça a pris 24 heures à M. Couillard pour dire, écoutez, c'est quand même un peu préoccupant, cette histoire-là. Mais celui qui a le mieux réagi, je pense, c'est François Legault qui a dit, écoutez, là, il est trop tard, là, mais il y a des stratégies, ça existe dans tous les pays du monde, qu'on élabore des stratégies pour garder nos sièges sociaux, et il n'y a aucune raison que le Québec ne fasse pas la même chose. Oui, Daniel, parce qu'à cause de la faiblesse du dollar, il y a quand même une vulnérabilité qui est là, qui est présente, Absolument. et certains se demandent quelle sera la prochaine entreprise. En fait. Et pas seulement le dollar et le contexte d'aujourd'hui, mais moi, ce qui m'étonne un peu, et peut-être que je ne comprends pas très bien dans les réactions de M. Pellado et Legault, c'est que en 88, quand le Canada a signé un traité de libre-échange avec les États-Unis, au Québec, on a applaudi à tout rompre, Bernard Landry en tête et plusieurs souverainistes. M. Parizeau a toujours dit un Québec indépendant fera partie de tous ces grands traités de libre-échange. Il y a eu ce traité-là, il y a eu l'ALENA par la suite. Le gouvernement Harper en a signé une bonne douzaine. Il y en a 2 très gros avec l'Union européenne et le partenariat transpacifique qui en attend de ratification. Bref, on est dans un contexte très large de libre-échange où tout circule beaucoup plus librement. Est-ce que le Québec de M. Pellado, de M. Legault, je pose la question, je n'ai pas la réponse, serait un Québec très protectionniste s'il dirigeait un gouvernement? Je ne connais pas la réponse. Ça arrive des deux bords des frontières où les pays, des entreprises iconiques, on pourrait dire, achètent les entreprises de l'autre et ça arrive. Et je pense pas qu'il faut être tellement déçu. Je pense que c'est un succès. Le fait que Rona est si attrayant, c'est un succès, cette entreprise-là. Et ça va demeurer un succès. Lowe's n'a aucun intérêt de détruire la marque de commerce que Rona a. Alors pourquoi elle le ferait? Mais il va y avoir une très forte rationalisation. Il n'y aura pas toutes ces petites quincailleries. Chaque fois qu'il y a ce genre de prise de contrôle, il y a une rationalisation qui se fait. Il y a des emplois qui sont perdus. Il y a des établissements qui disparaissent. C'est inévitable. Il est évident que les décisions stratégiques vont être prises aux États-Unis maintenant. C'est pas à Boucherville là, qu'on va décider quelles vont être les orientations de la chaîne. Et il y a des fournisseurs là, qui peuvent être avantagés actuellement parce que le prix du dollar et le cours du dollar est bas, mais ça ne durera pas éternellement. Alors, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie québécoise. Bon, alors là-dessus, on va se tourner vers le fédéral maintenant. La semaine prochaine, on va souligner les 100 jours, les 100 premiers jours du gouvernement de Justin Trudeau. S'il y a une chose qui a changé déjà, et c'est assez clair, c'est le ton. Ça se voit entre autres dans les entrevues qu'accorde le premier ministre Trudeau. J'aimerais d'ailleurs qu'on regarde 2 courts extraits. En décembre, Patrice Roy avait fait une entrevue avec Justin Trudeau. Il s'était promené dans le métro. Justin Trudeau avait pu parler à des gens et ailleurs d'ailleurs. Et à CBC, dimanche dernier, il y a aussi eu une émission spéciale où Justin Trudeau a été questionné directement par 10 Canadiens. Alors, on regarde l'extrait, on revient tout de suite après. Ensemble, comme ça. Ensemble, oui. Bonjour, je m'appelle Caitlin Murphy, intervenante sociale. Est-ce que tu as des amis qui savent facilement acheter la marine ces jours-ci? Oui, en effet. How are you? You too. Very well. Have a seat, please. I don't know if it's like the hype of being here and getting the opportunity to speak to the Prime Minister. Alors, cette jeune femme, c'est une jeune autochtone. Elle avait 2 personnes dans sa famille, je crois sa cousine et sa tante, qui ont disparu. Donc, elle en a parlé avec le premier ministre en lui demandant des questions sur l'enquête, etc. Donc, un premier ministre qui souhaite montrer qu'il est à l'écoute des Canadiens, qu'il est accessible. Alors, Tasha, vous avez dit déjà que c'était un exercice superficiel. Vous avez parlé de politique spectacle. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a déplu?
Bien, ça m'a déplu le fait qu'on fait tant de spectacles, je dirais, aussitôt. Écoute, c'est 100 jours que M. Trudeau est là. Si on aurait fait cet exercice dans 6 mois ou 1 an pour faire un type de vérification faite sur ses accomplissements ou prendre le pouls de la population pour qu'il soit en contact avec les gens, je pense qu'il y aurait eu du mérite là-dedans. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il parle beaucoup aux gens. Oui, c'est une force, mais s'il le fait trop, je trouve que ça devient une certaine faiblesse parce que les gens se posent, premièrement, est-ce qu'il va passer à l'action? Et deuxièmement, c'est presque une distraction. Ça implique que, tu sais, gouverner, c'est parler. Ce n'est pas parler. Oui, il faut parler, il faut communiquer, mais cette ouverture constante, c'est comme gouvernement par télé-réalité, je trouve que ça devient un peu trop. Mais pendant ce temps-là, je veux dire, ces ministres travaillent, etc. Avant, on avait un premier ministre qui faisait de la politique sur son temps libre. Il écrivait des livres sur le hockey, si je me souviens bien. Ouais. Donc, je veux dire, est-ce que ça n'empêche pas le gouvernement de continuer de faire son travail? Oui, M. Harper, je pense, était un peu trop fermé. C'est ça le problème, c'est que M. Harper, il était vu, et c'est vrai, son gouvernement était trop fermé envers la population. Il n'avait pas la communication, et avec les médias, et avec la bureaucratie, et avec les gens ordinaires, je dirais. Alors, cette réaction, je comprends, les gens veulent parler au premier ministre, sont contents qu'il soit aussi ouvert, mais comme j'ai dit, ça peut aller aussi un peu trop loin. Michel, on parle beaucoup du ton, donc de l'image. Au-delà de ça, quand même, 100 jours, 3 mois, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été accomplies. Il y a des choses qui ont été faites, mais juste sur le ton, on ne peut pas à la fois reprocher aux politiciens d'être déconnectés, puis ensuite leur reprocher de parler directement aux électeurs. Et il y a un risque pour les politiciens. Moi, je ne suis pas très friand de ce genre de spectacle-là, mais vous savez, quand on voit un premier ministre jouer au chat et à la souris avec un journaliste professionnel, on se dit, bon, ben ça fait partie du jeu. Mais quand vous avez devant vous une jeune femme là, qui vous explique qu'elle n'est pas capable de joindre les deux bouts là, et que vous répondez par les infrastructures, ça paraît très mal. Et c'est un risque que les politiciens... c'est dangereux. Souvenez-vous, Brian Mulroney, la petite madame sur la colline parlementaire qui l'avait apostrophée sur les pensions de vieillesse. Charlie Brown. Je vous assure que M. Mulroney, il servirait de base, ça n'a pas été long. Alors, Daniel, les belles foules se sont terminées cette journée-là, si je me souviens bien. Non, moi je pense... est-ce que je t'ai coupé la parole, Michel? J'espère que non. J'étais pour les 100 jours, mais on y reviendra. On va revenir. Je reviens à vous, Michel. Allez-y, Daniel. Moi, écoutez, je suis d'accord aussi pour le ton, et ça fait du bien. Ça change un peu... Ça n'a rien contre le gouvernement Harper, mais ça fait toujours du bien de changer à tous les niveaux. Après Obama, ce serait différent, et c'est bien. Est-ce qu'il en met trop? À mon avis, oui, mais je suis convaincu, moi, que ce qu'on a vu dimanche dernier à la CBC, ou ce qu'il a fait avec Patrice dans le temps des fêtes, il va peut-être le faire pas mal moins souvent à partir de maintenant, parce que c'est très dangereux, parce que c'est risqué, parce que ses conseillers vont lui dire, écoute, assez, c'est assez, on fera des entrevues quand il y aura des bonnes raisons de le faire, quand on aura changé les politiques gouvernementales. Pour l'instant, il a fait les choses, je dirais pas faciles, mais des choses qui coûtent rien. La parité homme-femme, la commission d'enquête sur les Autochtones, la conférence de Paris, changer la direction sur l'environnement, tout ça, c'est bien, c'est beau, sauf que là, maintenant, il faut un budget. Il faut probablement la semaine prochaine, enfin, la décision sur qu'est-ce qu'on fait en Irak, comment on va continuer de supporter, d'appuyer la mission qui se bat contre l'État islamique. Là, on arrive dans le concret, et c'est là où on va vraiment voir le vrai Justin Trudeau. Bon, alors je vous redonne la parole. Michel, sur ces 100 jours, il y a des choses qui ont été accomplies selon vous? Oui, il y a des choses. D'abord, ce qui va toucher le plus les gens, c'est la baisse d'impôts à partir qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Et il a réussi aussi à marquer une rupture avec l'ère Harper. Ouais. Des petits gestes qui sont pas si compliqués, c'est vrai, mais qui sont quand même significatifs. Par exemple, redonner la parole aux scientifiques, rétablir le questionnaire long, relancer aussi le dialogue à l'intérieur de la Fédération. Alors, il y a eu des conférences de ministres. Alors, ça a établi un bien meilleur climat. Il est évident que les gros morceaux, Daniel le disait, c'est vrai, la décision sur l'intervention contre l'État islamique et le budget. Le plus difficile s'en vient, là, les infrastructures, comment on va s'harmoniser avec les provinces, le plan de lutte contre les gaz à effet de serre. Le plus gros s'en vient, mais on ne peut pas dire que M. Trudeau n'a rien fait pendant 100 jours. Ce serait injuste. Alors, non, et l'autre, si j'ai 2 secondes, il y a devant lui une opposition. Thomas Mulcair me semble un petit peu, pas fatigué, mais un peu désintéressé. Il n'y a pas le mordant qu'il avait avant. Et Rona Ambrose, bon, je trouve qu'elle se débrouille bien, mais elle est encore en train d'apprendre le métier. Alors, c'est pas très menaçant pour l'instant. Alors, il nous reste peu de temps, mais Tasha, vous, quand même, il a fait des avancées ou pas?
Oui, écoute, M. Trudeau a fait certaines avancées sur la question de la fiscalité, sur la question de l'enquête sur les femmes autochtones disparues. Il a gardé les promesses. Il n'a pas gardé d'autres concernant les réfugiés, par exemple, et l'horaire dans lequel ils vont être amenés au Canada. Mais je pense encore que toute la question du spectacle, c'est... Comme j'ai dit, c'est pas dangereux, mais dans un sens, c'est dangereux aussi parce que ça fait penser que le gouvernement, c'est comme votre ami. C'est personnaliser le gouvernement à un point où les gens seraient prêts à accepter un État plus large parce qu'on dit, bon, le gouvernement, c'est là pour moi, dans la personne de M. Trudeau, très sympathique. Alors, pour un État qui aime grandir, c'est une bonne stratégie aussi. Il faut réfléchir à ça. D'accord, mais on a compris que vous n'aviez pas trop aimé cette émission. Mais j'aurais préféré qu'elle se décale sur un plus long time frame. C'est ça. On leur fera dans un an. On a eu une campagne électorale. C'était assez long, merci. Merci beaucoup à vous trois. À la semaine prochaine. Au revoir. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse s'entretient avec le maire de Montréal, Denis Coderre.